Dans le restaurant le plus exclusif de Manhattan, tout le monde tremblait devant Penelope Lawson, la mère du milliardaire le plus influent des États-Unis. Mais ce soir-là, une simple serveuse a fait ce que personne n'avait osé faire depuis des décennies. Elle l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit la vérité. Le bruit du verre en cristal qui s'est brisé sur le sol en marbre blanc a fait retenir son souffle aux 50 personnes présentes dans la salle. Mais ce n'est pas ça qui a figé le temps. Ce qui a vraiment paralysé tout le monde, c'est le silence de mort qui s'est installé quand Penelope Lawson s'est lentement levée de sa chaise. Ses yeux gris qui avaient détruit des empires entiers étaient maintenant rivés sur moi. J'avais exactement 3 secondes pour décider, garder mon travail ou garder ma dignité. J'ai choisi ma dignité, Madame Lawson, ai-je dit d'une voix plus ferme que mes mains tremblantes. Ramassez votre verre vous-même. Dans le Black Obsidian, le silence n'avait jamais été aussi absolu. On n'entendait même plus le tintement des couverts. 60 yeux me fixaient comme si je venais de signer mon arrêt de mort. Parce que dans cette ville, contredire Penelope Lawson, ce n'est pas une simple erreur, c'est un suicide professionnel. Revenons 3 heures plus tôt, au moment où ma vie avait encore un sens. Il était 18 heures quand je suis arrivé au restaurant et que j'ai enfilé mon uniforme bordeaux, déjà bien usé par trop de lavage. Le manager Nathaniel m'a intercepté à l'entrée du personnel avec ce regard qui annonçait les ennuis. « Kimberly, table 12, c'est toi qui la sers », m'a-t-il chuchoté. Mon estomac s'est serré. La table 12 était la seule avec son propre candélabre en cristal et une vue sur le jardin privé. Et elle n'était réservée que pour une seule personne. Elle, ai-je murmuré. Nathaniel a hoché la tête, sa moustache tremblant légèrement. Penelope Lawson est arrivée il y a 10 minutes avec son fils Thomas. Elle a déjà fait pleurer 2 serveuses. Kimberly, j'ai besoin que tu deviennes invisible. Serre, souris, et pour l'amour de Dieu, ne la regarde jamais dans les yeux. La dernière qui l'a fait. Disons qu'elle lave les toilettes à la gare routière de Port Authority maintenant. J'ai hoché la tête, même si quelque chose se serrait déjà dans ma poitrine. Je travaillais au Black Obsidian depuis 6 mois. 6 mois à éviter précisément cette situation. Mais l'univers a un sens de l'humour cruel. Quand je me suis approché de la table 12, la première chose que j'ai vue, c'est son dos. Penelope Lawson avait 63 ans, mais sa posture était d'acier. Ses cheveux argentés étaient rassemblés en un chignon parfait. Elle portait un tailleur Armani noir qui valait probablement plus que toute mon année de loyer. À ses doigts, des bagues en diamant brillaient comme des avertissements. À sa droite était assis son fils Thomas, l'héritier de 35 ans. J'ai tout de suite reconnu ce regard, la honte contenue. Je l'avais déjà vu chez les enfants des familles puissantes. L'expression de quelqu'un qui sait que son parent est un monstre, mais qui est trop effrayé ou trop à l'aise pour faire quoi que ce soit. « Bonsoir », ai-je dit de ma voix la plus professionnelle en posant les menus. « Bienvenue au Black Obsidian. Je m'appelle Kimberly et je serai votre. » De l'eau, m'a coupé Penelope sans même me regarder. Sa voix était froide et précise comme un scalpel. Est-ce que dans ce restaurant on ne sait pas que l'eau doit être servie exactement à 4 degrés Celsius? J'ai regardé le verre. De minuscules gouttelettes de condensation couvraient le cristal. L'eau était parfaitement froide. « Pardon, madame, je vais vous en apporter une autre », a-t-elle continué en soulevant la fourchette entre 2 doigts comme si elle était contaminée. Il y a une microscopique tache dessus. Vous vérifiez au moins ces choses? Thomas s'est agité maladroitement sur sa chaise. Maman, s'il te plaît. Tais-toi, Thomas. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Elle s'est tournée vers moi et, pour la première fois, m'a vraiment regardé. Ses yeux gris ont glissé sur mon uniforme usé, ma simple queue de cheval et mes vieilles chaussures que j'avais cirées 3 fois ce matin. Dans son regard, il y avait quelque chose de pire que le mépris, le vide. Comme si j'étais tellement insignifiante que je ne méritais même pas son indifférence. Apportez tout frais, a-t-elle ordonné. L'eau, les couverts, les assiettes, tout. Et quand vous reviendrez, essayez de ne pas respirer près de la nourriture. Je ne sais pas quel parfum bon marché vous utilisez, mais ça me donne la nausée. Je ne portais pas de parfum. Je n'avais pas les moyens. En cuisine, le chef Richard m'a vu et a secoué la tête. Qu'est-ce que la sorcière a demandé cette fois? Tout neuf. Elle dit que l'eau est tiède et que mon parfum l'insupporte. Mais tu ne portes pas de parfum. Je sais.
Je suis retournée à la table 12 avec un nouveau plateau. Chaque pas ressemblait à une marche vers l'échafaud. J'ai posé l'eau glacée, les nouveaux couverts et les assiettes impeccables. Je me déplaçais comme une ombre, exactement comme Nathaniel l'avait demandé. Voilà. Prêt à commander? Ai-je demandé. Pénélope n'a même pas ouvert le menu. Thomas prendra le bœuf Wellington. Moi, je veux une salade niçoise sans anchois, sans olives, sans œufs. Et le thon doit être saisi exactement 45 secondes de chaque côté. Ni une seconde de plus, ni une de moins. Vous avez compris ou je dois l'écrire? J'ai parfaitement compris, madame. Les 40 minutes suivantes ont été un véritable cours magistral d'humiliation systématique. Chaque fois que je m'approchais de la table, Pénélope trouvait un nouveau motif pour critiquer. Le pain trop chaud, le beurre trop froid, les bougies trop vives, ma démarche trop bruyante, mes excuses trop fréquentes, mon silence trop grossier. Thomas n'a pas prononcé un seul mot en ma défense. Il fixait juste son assiette, coupant sa viande en carrés parfaits et mâchant en silence pendant que sa mère détruisait ma dignité morceau par morceau. Mais ce qui m'a vraiment brisé, ce n'est pas ça. C'est quand j'ai apporté la salade. Je l'avais vérifié 3 fois en cuisine. Le chef Richard avait chronométré lui-même la saisie du thon à exactement 45 secondes de chaque côté. La présentation était impeccable. J'ai posé l'assiette devant elle. Mes mains ne tremblaient plus de nervosité, mais de quelque chose de plus profond et plus sombre. Pénélope a regardé la salade, a pris sa fourchette, coupé un morceau de thon, l'a mis en bouche et l'a mâché lentement, sans jamais quitter mes yeux. Puis, délibérément et calculément, elle a recraché la bouchée dans sa serviette. « Il est sec », a-t-elle déclaré. Totalement inacceptable. Il n'était pas sec. Je le savais. Richard le savait. Thomas le savait. Tout le monde dans ce fichu restaurant le savait. Mais il n'avait jamais été question de nourriture. Il avait toujours été question de pouvoir. Du pouvoir qu'on exerce quand on s'ennuie tellement dans sa vie parfaite que le seul divertissement qui reste est de détruire ceux qui ne peuvent pas riposter. Je vais vous préparer une autre salade. Ai-je commencé? Non. Pénélope s'est adossée à sa chaise, un petit sourire aux lèvres. Je veux parler au manager. Qu'il sache quel service médiocre vous proposez ici. Elle a fait une pause, savourant chaque mot. Et je veux que vous soyez renvoyé sur le champ, devant tout le monde. Le silence est retombé dans le restaurant. Le silence de spectateurs qui attendent le sang. Maman, ça va trop loin, a enfin protesté Thomas, mais sa voix était faible et pitoyable. Je t'ai dit de te taire, Thomas. Pénélope ne l'a même pas regardé. Ses yeux étaient rivés sur moi. Elle attendait que je supplie, que je pleure, que je m'effondre. Et à ce moment-là, quelque chose a claqué en moi. Mais pas comme elle l'espérait. Vous savez quoi, Madame Lawson? Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Vous avez raison. Ça la surprise. Ses sourcils se sont légèrement levés. Oui, j'ai raison, ai-je répété. Ma voix était maintenant plus forte et plus claire. Ce service est vraiment inacceptable, parce qu'un vrai bon service ne devrait pas inclure d'avoir à supporter un client qui traite les gens comme des ordures. Le silence est devenu absolu. J'entendais mon propre cœur battre dans mes oreilles. Pénélope a blêmi, puis a rougi, et s'est lentement levée de sa chaise. C'est à ce moment-là que sa main a balayé le verre d'eau de la table. Le cristal a explosé sur le marbre avec un bruit que je n'oublierai jamais. Comment osez-vous? Sa voix était du pur venin. Vous réalisez au moins qui je suis. Je réalise, ai-je répondu. Des larmes montaient maintenant dans mes yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de peur. C'étaient des larmes de rage contenues pendant des années. Des larmes pour tous les gens comme moi que des gens comme elle détruisent. Je sais très bien qui vous êtes. Vous êtes Pénélope Lawson, la femme qui a construit un empire sur le dos d'employés qu'elle n'a jamais appris à voir comme des êtres humains. Une femme que tout le monde craint, mais que personne ne respecte. Une femme qui a élevé un fils tellement terrorisé par elle qu'il n'arrive même pas à défendre ce qui est juste quand il le voit. Thomas s'est levé, le visage choqué. Kimberly. La voix de Nathaniel a retenti derrière moi, pleine de panique. Mais je ne pouvais plus m'arrêter. Les digues avaient lâché. Et vous savez ce qui est le plus triste, Madame Lawson? Vous avez tout l'argent du monde, tout le pouvoir,
toutes les opportunités dont on peut rêver. Et tout ce que vous savez faire avec ça, c'est faire sentir petits ceux qui ont le malheur de croiser votre chemin. Pénélope m'a regardé comme si j'étais un insecte qui venait soudain de parler. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son n'en sortait. Donc oui, ai-je continué. De toute façon, j'avais déjà perdu mon travail. Ramassez votre verre vous-même. Pour une fois dans votre vie privilégiée, faites quelque chose par vous-même au lieu d'attendre que le monde entier reste à genoux devant vous. Tout le restaurant avait abandonné l'idée de faire semblant de ne pas regarder. Tout le monde nous fixait, bouche bée. Même les autres serveurs étaient sortis de la cuisine. Et là, quelque chose d'incroyable s'est produit. Une femme à la table 5 a commencé à applaudir. Puis quelqu'un à la table 8. Puis un homme d'affaires à la table 3. En quelques secondes, tout le restaurant applaudissait. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'étaient des applaudissements de libération. De chaque personne qui avait un jour été humiliée par quelqu'un avec de l'argent et du pouvoir. De chaque employé forcé de se taire. De chaque être humain qui avait rêvé de dire exactement ce que je venais de dire. Penelope Lawson, probablement pour la première fois en décennies, avait complètement perdu la parole. Mais pendant que les applaudissements continuaient, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Thomas Lawson me regardait, et dans ses yeux il n'y avait pas de colère. Il y avait quelque chose de plus troublant, des larmes. Mon père, a-t-il dit doucement, mais dans le silence qui a suivi les applaudissements, tout le monde l'a entendu. Mon père est mort il y a 6 mois. Vous savez quelles ont été ses dernières paroles. Il s'est tourné vers sa mère. Il m'a dit, Thomas, ne laisse pas ta mère devenir le monstre que j'ai déjà peur qu'elle soit devenue. Pénélope a reculé d'un pas, comme si on l'avait frappée. J'ai été en retard, papa, a continué Thomas, les larmes coulant maintenant sur son visage. J'ai été en retard de 35 ans. Mais cette femme, cette serveuse que tu ne connais même pas, a trouvé en elle le courage que je n'ai jamais eu. Il a sorti son portefeuille et posé sur la table plusieurs billets, assez pour payer l'addition 10 fois. Viens, maman. Mais Pénélope n'a pas bougé. Elle me regardait avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Ce n'était ni de la colère ni de l'humiliation. C'était quelque chose de plus complexe, presque une reconnaissance. Comment vous appelez-vous ? A-t-elle demandé enfin dans un murmure à peine audible. Kimberly Oliver. Elle a hoché lentement la tête, comme pour mémoriser le nom. Puis, sans ajouter un mot, elle s'est tournée et s'est dirigée vers la sortie. Thomas l'a suivie, mais avant de partir, il s'est arrêté près de moi. Merci, a-t-il chuchoté, pour avoir fait ce que j'aurais dû faire il y a de nombreuses années. Et ils sont partis. Le restaurant a explosé en conversation. Nathaniel s'est approché de moi, le visage partagé entre l'admiration et la terreur absolue. Kimberly, c'était la chose la plus courageuse et la plus stupide que j'ai vue de ma vie. Je sais, ai-je répondu. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment souri. J'allais probablement être viré. La famille Lawson possédait la moitié de Manhattan. Ils pouvaient détruire cet endroit d'un simple coup de fil. Je savais que les conséquences seraient lourdes, mais j'avais dit la vérité, et ça ressemblait à la liberté. Dans le restaurant le plus exclusif de Manhattan, tout le monde tremblait devant Penelope Lawson, la mère du milliardaire le plus influent des États-Unis. Mais ce soir-là, une simple serveuse a fait ce que personne n'avait osé faire depuis des décennies. Elle l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit la vérité. Le bruit du verre en cristal qui s'est brisé sur le sol en marbre blanc a fait retenir son souffle aux 50 personnes présentes dans la salle. Mais ce n'est pas ça qui a figé le temps. Ce qui a vraiment paralysé tout le monde, c'est le silence de mort qui s'est installé quand Penelope Lawson s'est lentement levée de sa chaise. Ses yeux gris qui avaient détruit des empires entiers étaient maintenant rivés sur moi. J'avais exactement 3 secondes pour décider, garder mon travail ou garder ma dignité. J'ai choisi ma dignité, Madame Lawson, ai-je dit d'une voix plus ferme que mes mains tremblantes. Ramassez votre verre vous-même. Dans le Black Obsidian, le silence n'avait jamais été aussi absolu. On n'entendait même plus le tintement des couverts. 60 yeux me fixaient comme si je venais de signer mon arrêt de mort. Parce que dans cette ville, contredire Penelope Lawson, ce n'est pas une simple erreur, c'est un suicide professionnel. Revenons 3 heures plus tôt, au moment où ma vie avait encore un sens.
Il était 18 heures quand je suis arrivé au restaurant et que j'ai enfilé mon uniforme bordeaux, déjà bien usé par trop de lavage. Le manager Nathaniel m'a intercepté à l'entrée du personnel avec ce regard qui annonçait les ennuis. « Kimberly, table 12, c'est toi qui la sers », m'a-t-il chuchoté. Mon estomac s'est serré. La table 12 était la seule avec son propre candélabre en cristal et une vue sur le jardin privé. Et elle n'était réservée que pour une seule personne. Elle, ai-je murmuré. Nathaniel a hoché la tête, sa moustache tremblant légèrement. Pénélope Lawson est arrivée il y a 10 minutes avec son fils Thomas. Elle a déjà fait pleurer 2 serveuses. Kimberly, j'ai besoin que tu deviennes invisible. Serre, souris, et pour l'amour de Dieu, ne la regarde jamais dans les yeux. La dernière qui l'a fait. Disons qu'elle lave les toilettes à la gare routière de Port Authority maintenant. J'ai hoché la tête, même si quelque chose se serrait déjà dans ma poitrine. Je travaillais au Black Obsidian depuis 6 mois. 6 mois à éviter précisément cette situation. Mais l'univers a un sens de l'humour cruel. Quand je me suis approché de la table 12, la première chose que j'ai vue, c'est son dos. Pénélope Lawson avait 63 ans, mais sa posture était d'acier. Ses cheveux argentés étaient rassemblés en un chignon parfait. Elle portait un tailleur Armani noir qui valait probablement plus que toute mon année de loyer. À ses doigts, des bagues en diamant brillaient comme des avertissements. À sa droite était assis son fils Thomas, l'héritier de 35 ans. J'ai tout de suite reconnu ce regard, la honte contenue. Je l'avais déjà vu chez les enfants des familles puissantes. L'expression de quelqu'un qui sait que son parent est un monstre, mais qui est trop effrayé ou trop à l'aise pour faire quoi que ce soit. « Bonsoir », ai-je dit de ma voix la plus professionnelle en posant les menus. « Bienvenue au Black Obsidian. Je m'appelle Kimberly et je serai votre. » De l'eau, m'a coupé Pénélope sans même me regarder. Sa voix était froide et précise comme un scalpel. Est-ce que dans ce restaurant on ne sait pas que l'eau doit être servie exactement à 4 degrés Celsius? J'ai regardé le verre. De minuscules gouttelettes de condensation couvraient le cristal. L'eau était parfaitement froide. « Pardon, madame, je vais vous en apporter une autre », a-t-elle continué en soulevant la fourchette entre 2 doigts comme si elle était contaminée. « Il y a une microscopique tache dessus. Vous vérifiez au moins ces choses ?» Thomas s'est agité maladroitement sur sa chaise. « Maman, s'il te plaît. »« Tais-toi, Thomas. Je ne t'ai pas demandé ton avis. » Elle s'est tournée vers moi et, pour la première fois, m'a vraiment regardé. Ses yeux gris ont glissé sur mon uniforme usé, ma simple queue de cheval et mes vieilles chaussures que j'avais cirées 3 fois ce matin. Dans son regard, il y avait quelque chose de pire que le mépris, le vide. Comme si j'étais tellement insignifiante que je ne méritais même pas son indifférence. « Apportez tout frais », a-t-elle ordonné. « L'eau, les couverts, les assiettes, tout. Et quand vous reviendrez, essayez de ne pas respirer près de la nourriture. Je ne sais pas quel parfum bon marché vous utilisez, mais ça me donne la nausée. » Je ne portais pas de parfum. Je n'avais pas les moyens. En cuisine, le chef Richard m'a vu et a secoué la tête. Qu'est-ce que la sorcière a demandé cette fois? Tout neuf. Elle dit que l'eau est tiède et que mon parfum l'insupporte. Mais tu ne portes pas de parfum. Je sais. Je suis retournée à la table 12 avec un nouveau plateau. Chaque pas ressemblait à une marche vers l'échafaud. J'ai posé l'eau glacée, les nouveaux couverts et les assiettes impeccables. Je me déplaçais comme une ombre, exactement comme Nathaniel l'avait demandé. Voilà. Prêt à commander? Ai-je demandé. Pénélope n'a même pas ouvert le menu. Thomas prendra le bœuf Wellington. Moi, je veux une salade niçoise sans anchois, sans olives, sans œufs. Et le thon doit être saisi exactement 45 secondes de chaque côté. Ni une seconde de plus, ni une de moins. Vous avez compris où je dois l'écrire? J'ai parfaitement compris, madame. Les 40 minutes suivantes ont été un véritable cours magistral d'humiliation systématique. Chaque fois que je m'approchais de la table, Pénélope trouvait un nouveau motif pour critiquer. Le pain trop chaud, le beurre trop froid, les bougies trop vives, ma démarche trop bruyante, mes excuses trop fréquentes, mon silence trop grossier. Thomas n'a pas prononcé un seul mot en ma défense. Il fixait juste son assiette, coupant sa viande en carrés parfaits et mâchant en silence pendant que sa mère détruisait ma dignité morceau par morceau. Mais ce qui m'a vraiment brisé, ce n'est pas ça.
C'est quand j'ai apporté la salade. Je l'avais vérifié 3 fois en cuisine. Le chef Richard avait chronométré lui-même la saisie du thon à exactement 45 secondes de chaque côté. La présentation était impeccable. J'ai posé l'assiette devant elle. Mes mains ne tremblaient plus de nervosité, mais de quelque chose de plus profond et plus sombre. Pénélope a regardé la salade, a pris sa fourchette, coupé un morceau de thon, l'a mis en bouche et l'a mâché lentement, sans jamais quitter mes yeux. Puis, délibérément et calculément, elle a recraché la bouchée dans sa serviette. « Il est sec », a-t-elle déclaré. Totalement inacceptable. Il n'était pas sec. Je le savais. Richard le savait. Thomas le savait. Tout le monde dans ce fichu restaurant le savait. Mais il n'avait jamais été question de nourriture. Il avait toujours été question de pouvoir. Du pouvoir qu'on exerce quand on s'ennuie tellement dans sa vie parfaite que le seul divertissement qui reste est de détruire ceux qui ne peuvent pas riposter. « Je vais vous préparer une autre salade. » Ai-je commencé? Non. Pénélope s'est adossée à sa chaise, un petit sourire aux lèvres. « Je veux parler au manager. Qu'il sache quel service médiocre vous proposez ici. » Elle a fait une pause, savourant chaque mot. « Et je veux que vous soyez renvoyé sur le champ, devant tout le monde. » Le silence est retombé dans le restaurant. Le silence de spectateurs qui attendent le sang. « Maman, ça va trop loin !» a enfin protesté Thomas, mais sa voix était faible et pitoyable. « Je t'ai dit de te taire, Thomas. » Pénélope ne l'a même pas regardé. Ses yeux étaient rivés sur moi. Elle attendait que je supplie, que je pleure, que je m'effondre. Et à ce moment-là, quelque chose a claqué en moi. Mais pas comme elle l'espérait. « Vous savez quoi, Madame Lawson ?» Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. « Vous avez raison. » Ça l'a surprise. Ses sourcils se sont légèrement levés. « Oui, j'ai raison », ai-je répété. Ma voix était maintenant plus forte et plus claire. Ce service est vraiment inacceptable, parce qu'un vrai bon service ne devrait pas inclure d'avoir à supporter un client qui traite les gens comme des ordures. Le silence est devenu absolu. J'entendais mon propre cœur battre dans mes oreilles. Pénélope a blêmi, puis a rougi, et s'est lentement levée de sa chaise. C'est à ce moment-là que sa main a balayé le verre d'eau de la table. Le cristal a explosé sur le marbre avec un bruit que je n'oublierai jamais. « Comment osez-vous » Sa voix était du pur venin. « Vous réalisez au moins qui je suis. »« Je réalise », ai-je répondu. Des larmes montaient maintenant dans mes yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de peur. C'étaient des larmes de rage contenues pendant des années. Des larmes pour tous les gens comme moi que des gens comme elle détruisent. Je sais très bien qui vous êtes. Vous êtes Pénélope Lawson, la femme qui a construit un empire sur le dos d'employés qu'elle n'a jamais appris à voir comme des êtres humains. Une femme que tout le monde craint, mais que personne ne respecte. Une femme qui a élevé un fils tellement terrorisé par elle qu'il n'arrive même pas à défendre ce qui est juste quand il le voit. Thomas s'est levé, le visage choqué. « Kimberly !» La voix de Nathaniel a retenti derrière moi, pleine de panique. Mais je ne pouvais plus m'arrêter. Les digues avaient lâché. Et vous savez ce qui est le plus triste, Madame Lawson? Vous avez tout l'argent du monde, tout le pouvoir, toutes les opportunités dont on peut rêver. Et tout ce que vous savez faire avec ça, c'est faire sentir petits ceux qui ont le malheur de croiser votre chemin. Pénélope m'a regardé comme si j'étais un insecte qui venait soudain de parler. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son n'en sortait. Donc oui, ai-je continué. De toute façon, j'avais déjà perdu mon travail. Ramassez votre verre vous-même. Pour une fois dans votre vie privilégiée, faites quelque chose par vous-même au lieu d'attendre que le monde entier reste à genoux devant vous. Tout le restaurant avait abandonné l'idée de faire semblant de ne pas regarder. Tout le monde nous fixait, bouche bée. Même les autres serveurs étaient sortis de la cuisine. Et là, quelque chose d'incroyable s'est produit. Une femme à la table 5 a commencé à applaudir. Puis quelqu'un à la table 8. Puis un homme d'affaires à la table 3. En quelques secondes, tout le restaurant applaudissait. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'étaient des applaudissements de libération. De chaque personne qui avait un jour été humiliée par quelqu'un avec de l'argent et du pouvoir. De chaque employé forcé de se taire. De chaque Terhamein qui revient de Dedire exectremrnci que djvini Dedire.
Pernelor Lausern, probabilmente Paurlia primir foi en dicinis, rveit cairem palitriment perdulha prol. Mais pindrent culies applaudissements continuent, ei vuculc chazei kim ja glaselio sync. Thomas Lausern mi rigardait, et danesies juxaele no erveit pas de coler. Ael uerveit culc chazei de plus trablernd, de l'armes. Mon peri. Atil dit dusmrnd, mais dan lo silence que suivilies applaudissements, taurt lo mont lia entendo. Mon peri mort ael YA6 mris. Vusevers coel soenti et sies dernier sprols. Ael siest turn vers esamir. Ael miadit, Thomas, не лезь пастамир дрвенир ло монстр куя и дейжа перу еле сой деврное. Pernelor eirei cul diun pas, cami esei on levait frepi. Ei en retard, pâpr, ei continu Thomas, les l'armes ca urlant mă internărând sur son visărgi. Ei en retard de 35 enis. Măi scitfim, cit serviușe cu tu necrnizmimi pas, ei traur fiene lochirici cugnie germei iiu. A elei sorti son portferl et pasie sur la table plusieurs billards, isis paur pirlia dition dich foi. Vins, mamrn. Meis Pernelor nia pas baurge. El mi rigardait avec unih presion cugniarivais pas adikifr. Si injetait enei delia coler enei del humiliation. Citait culc chazei de plus complex, prisc un reconnaissance. Comment vo apeles vos, atele dimandei fine dan un murmur apain auderbral. Kimberly Oliver. Elei hash lentament la teti, cami paur marmaraiser leonom. Pui, senza urtr un emoti, el siest turniet siest dirigi vers la sortie. Thomas lia suivri, meis avant de partir, a el siest aert pres de mai. Merci, atil ciucioti. Paur varfeit si cu iurais du fera el uai de nambruzeseneis. Etils sant partis. Loristrant eich plache i en conversations. Niten rels jest aproci de mai. Lo visarci partrăgeantr li admiration et la terreure beserlu. Kimberly, citait la chazelea plus kiricius et la plus stupidi cuiei vudemavi. Seis. Aie ripondo. Et paur la primir foi depuis de eneis. Ei vreimrnd sauri. Ialais probabilment etir viri. La fermil Lausern pauseidet la maiti de Manhattan. Ils paient ditroer sit android diun simprel cu de fil. Gesevei cules consequences siraent lurts, meis javais dit la verite, et sieris râmbleit a la liberti. Trais jură pres li incident, ma visies transformee en câtr strfi incontrolabli. Iun video e перу sur internet сеулемент 18 хюр се прес читнут. Уэлуюн дан лё рестран трвейт таурт фильм. Лёти трейтей дрмартик. Юн сервиуще детруит юн миллиардер авик ля верите. Эль камтейт дейжа 15 миллионс девус. Шсуис деврной юэн мими, юэн символ. Таурт сау всей кюитайс времрнт. Юн фим девинг хуитей ниски винейт депердресон трейлет ки, данду семинс. Не paureit plus person loir. Ni tenrel mia erpililio lendermein matin. Lava ich trimblent. Kimberly. Chsuis disol. Les proprietaris oenti de investissements de la fermil Lausern. Il soenti aurdan ton rinvoi imediat. Džnepumimi pasti danar deliter deritsomandation. Džnelui eneiai pasvaulu. Džesivei kament fancetia nait siimont. Meis džnem jatindais pase juduximar pel. Vinrn diun numera incanu. Citaitu ilem, lo responsable de resursis hamains du grup Lausern. Mademoiselle Oliver, džvu informe que vuits desaurmeis sur list noerdan lo sesitur del hotellerie de la ville. Acrn restrant enei хотел неву им баучер. Силр прент эрфит иммediatement. Lo sol siest derabă sume piц. List noer. Чсуис деврное юн парир профессионелли. Мейнтернрнд, эрсизидан мон минаскрл студио дю Queens, джригардеис мон ординатеор портабле авик хаурижер. Лес комментарис эйтайрнт экстримс, рейния басырлу, эн файнуэлу юн лера эдит, мейс диу трес десайнт куявайс и тереспецтующий от кюджлявай смерити. Сертрн саваент мими траурф мон адресе этляваент публие. Саурдин, он эйфре паля парти. Mon sieur siest aert.
Persone ne vineit germei ces mai. Loco e retentia novo, plus insistant. Chi ella, aie dimandei. Mademaisile a livr, a el fautu ion parl. Leva i heiteit feminin, coltrvi, avec liacent del iuper istzait. Džne suis pas interesei par iun interview. Džne suis pas journalist. Dž suis prisilr naš, avrkit representant mădrăm părnelr pe lausrn. Ei aurvert la parte i en lei saun la ceinet. Devant mai setineit iun femdiună quarantaine dan Ian Taylor Gris pirl kivalait probabilment plus Q6 mris demon loir. Q-vă ulizvous. 5 minutis de votr temps, sil vu pleit. Contra taurs me instincts de servi, glia ilei seantr. Prisil rei mon apartement du regard endu secondes. Le minas krl kichernit, lioce napilit, le vusur le ruel oules citsi batarnt paurles pabels. Džvėje tirdiretsti, ateledite en passant Ian dasireen suir sur la table. Makla jentei, mădrăm părnelr pe lausrn, saheit vu fer iun proposition. El ricanit Q-son comportament ei poeter excesiv. Le alist noir sera levi au urthui a 17 hurs. De plus, vu ricevres iun compensation de $250,000 paur le aperti dimple et le prejudis a vot reputation. $250,000. Citait plus diargent Q-džnie nervei vu de taurt mavi. Kele le pidj. Aie dimandei. Prisilr ei sauri. Mădrăm lausrn vio Q-vutreiles paurel. Leo sailrn se divinu esei i pisuion aureit pulio cuerei iucuto. En tent cucua. En tent Q-son assistanti personel. Saler de depart. $60,000 par mris. Păcăci sașrăl caerăm pălert. Lagrment inclas. Et un bonus de signaturi de $150,000. Ei fi hilio cantret. Citait de la foli. Votr clientei mi ditesti. Paur coi vă udraitele cuci trail paurel. Iun va ih evenue de la parti. Iun va ih ei imediatement ricaniu. Парскювуется для пример персоны и эн трента эйни замьявардит для верите. Джмисуис ритерни броскурмент, эт ей фели пердрельею или бре. Дан льенца дремент деля партия демон апартемент и сетинейт прнелр пилаусрн. Джнисей спас комент эльрвейт пасселя партия динтрей дельями убле, мейселей тейтла, миригардан де сиес юкс грис. Мейс эль симблейт дифференте. Эльрвейт лиаер. Fatigué. Kimberly, a-t-elle dit. Mon prénom sonnait étrangement dans sa bouche. Je peux partir si vous le souhaitez. Priscilla s'occupera des détails, mais je suis venue en personne parce que vous deviez voir que ce n'est pas un piège. Pas un piège, ai-je répété en rassemblant ce qui me restait de courage. Vous avez détruit ma carrière en moins de 24 heures. Et maintenant vous voulez que je croie que c'est un geste de gentillesse? Non, a répondu Pénélope en entrant et en fermant la porte. C'est de l'égoïsme pur. Elle s'est approchée de la fenêtre et a regardé la ruelle. J'ai regardé cette vidéo 143 fois. Vous savez combien de personnes dans ma vie m'ont parlé comme ça? Aucune. Jusqu'à vous. Elle a lentement retiré ses gants en cuir point. Mon mari Charles est mort il y a 6 mois. Sur son lit de mort, il m'a dit que j'avais perdu qui j'étais. Il a dit que la femme dont il était tombé amoureux avait disparu depuis si longtemps qu'il ne se souvenait même plus de son rire. Il a dit que j'étais devenue exactement ce que je craignais le plus. Ma propre mère. L'air dans l'appartement est devenu lourd. Depuis 6 mois, j'essaie de comprendre ce qu'il voulait dire. Mais tout le monde autour de moi me dit ce que je veux entendre. Ils disent que je suis brillante, puissante, inspirante. Mais vous savez que ce n'est pas toute la vérité, ai-je dit doucement. Je sais que c'est seulement la partie confortable de la vérité. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Et puis vous êtes arrivée. Une serveuse de 28 ans qui avait tout à perdre. Et pourtant, vous m'avez dit exactement ce que personne d'autre n'avait osé. Et vous m'avez détruite pour ça. Oui, a-t-elle admis sans le nier. C'est ce que je fais. C'est un réflexe automatique. Quelqu'un me défie, et je l'écrase. Et maintenant, vous voulez que je devienne votre conscience personnelle.
C'est exactement ce que je veux, a-t-elle dit avec une pointe de désespoir dans la voix. Je veux que quelqu'un m'arrête avant qu'il ne soit trop tard. Thomas me regarde avec peur. Mes employés m'évitent. Mes amis ne veulent de moi que des choses. Je suis seule dans un manoir de 20 pièces et je me transforme lentement en quelqu'un que même mon propre fils ne pourra plus aimer. Le contrat était d'1 an, avec possibilité de résiliation mutuelle après 3 mois. Confidentialité, bien sûr. Je regardais les zéros. Au total, cela faisait $1 million. Une vie complètement différente. Ou un piège doré. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Vous ne devriez pas, a-t-elle répondu avec une honnêteté surprenante. Vous devriez y aller les yeux grands ouverts, en sachant que je suis compliquée et exigeante. Mais peut-être que nous pourrons toutes les deux apprendre quelque chose. J'ai demandé 24 heures pour réfléchir. Bien sûr, a dit Priscilla. Avant de partir, Pénélope s'est arrêtée à la porte. Kimberly, je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande simplement de réfléchir à l'idée que nous pourrions toutes les deux gagner quelque chose dans cette folie. Quand elles sont parties, je suis restée assise sur mon canapé-lit pendant des heures. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais un message m'a fait m'arrêter. Il venait de Thomas. Si tu décides de travailler pour ma mère, sois prudente. Mais aussi, merci. Pour la première fois depuis des années, je l'ai vu vraiment se regarder dans le miroir. J'ai regardé la ruelle. Mon propriétaire appelait pour le loyer. Mais parfois, l'univers ne te donne pas un choix clair entre le bien et le mal. Parfois, il te donne juste le choix entre survivre et couler avec ta fierté intacte. J'ai toujours été une survivante. Le manoir de la famille Lawson à Westchester n'était pas simplement une maison. C'était une déclaration de guerre contre la modestie. Je suis passée par les grilles en fer exactement à 7 heures du matin. Un chauffeur taciturne était venu me chercher 30 minutes plus tôt dans une Mercedes noire qui sentait le cuir neuf. La route traversait des jardins qui semblaient sortis des pages d'un magazine européen. Fontaine en marbre et parfaitement taillée, statue qui valait probablement plus que toute ma vie. Au bout se dressait le manoir. 3 étages d'architecture classique avec des colonnes blanches et tellement de fenêtres que le soleil ne trouvait jamais un coin sombre. Vous êtes mademoiselle Oliver. Une femme est apparue à la porte principale. Elle avait une 50aine d'années, cheveux gris en chignon strict. Je suis Cynthia, responsable du personnel. Suivez-moi. Aucun salut. Nous avons traversé des sols en marbre qui reflétaient tout comme des miroirs. Dans le couloir étaient accrochés des Monet, Renoir et Picasso comme s'ils étaient de simples posters. Madame Lawson vous attend dans son bureau, a dit Cynthia. Elle est arrivée à 5 heures du matin. Elle n'est jamais en retard. Le bureau était 4 fois plus grand que mon ancien studio. Derrière un imposant bureau du XVIIIe siècle était assise Pénélope Lawson. Elle n'a pas tout de suite levé les yeux, tapant quelque chose avec précision sur sa tablette. Elle portait un tailleur blanc impeccable. « Vous êtes à l'heure », a-t-elle dit, comme si c'était simplement acceptable. « C'est plus que ce que je peux dire de votre prédécesseur. Elle n'a tenu que 4 jours. Asseyez-vous. » Je me suis assise, le dos bien droit. « Votre rôle, a commencé Pénélope, n'est pas d'être mon amie. Votre rôle est de garder ma vie en ordre et de me dire quand je suis sur le point de faire quelque chose que Charles aurait détesté. Je ne suis pas votre conscience à louer, ai-je dit prudemment. Non. Vous êtes mon assistante qui a, par hasard, une colonne vertébrale que la plupart des gens dans ma vie ont perdue depuis longtemps. Elle m'a tendu un dossier. J'ai 4 réunions aujourd'hui. Lisez ça. Vous avez 20 minutes. Il y avait au moins 100 pages de rapports financiers, biographie et analyse de marché. 18 minutes plus tard, elle m'a demandé un résumé. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à résumer les points clés. Pénélope m'a étudié et pour la première fois, a vraiment souri. Charles aurait dit exactement ça. Allons-y. La première réunion était avec le conseil d'administration de l'hôpital. 8 personnes en costume, visiblement terrifiées par Pénélope. Pendant 40 minutes, ils ont discuté de réduction budgétaire. L'hôpital avait besoin de $2 millions. Pénélope a proposé 500 000 avec des conditions strictes, réduction de personnel et fermeture de 2 ailes.
Cela signifie que les familles les plus pauvres n'auront plus de traitement, a dit le docteur Arthur, un homme inquiet. Alors l'hôpital fermera et personne n'aura de traitement, a répondu froidement Pénélope. C'est de l'économie de base, docteur Arthur. C'est inhumain, a-t-il murmuré. Le silence était absolu. Tout le monde attendait l'explosion. Excusez-moi, ai-je dit, et ma voix a tranché le silence. Et si au lieu de fermer les ailes, nous attirions des dons supplémentaires? Nous pourrions organiser des événements caritatifs spécialement pour le traitement des plus démunis. La famille Lawson pourrait doubler chaque dollar collecté. Le docteur Arthur m'a regardé comme si je venais de proposer d'aller sur la Lune. Pénélope est restée silencieuse 5 secondes. Sortez de la pièce, Kimberly. Mon cœur s'est serré. J'avais tenu exactement 1h12. Mais elle a ajouté, attendez dehors, je vous appellerai dans 10 minutes. Dehors dans le couloir, Cynthia attendait. Combien tu paries qu'elle va me virer avant le déjeuner? Je ne parie pas, a répondu Cynthia. Mais si je le faisais, je parierais que tu tiendras plus longtemps que tu ne le penses. Elle t'a regardé comme elle regardait autrefois Monsieur Charles quand il lui tenait tête. C'est le regard de quelqu'un qui se souvient de ce que c'est qu'être humain. 10 minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Le docteur Arthur m'a fait un signe de tête respectueux. Pénélope est sortie en dernier. La prochaine fois que tu auras une idée, écris-la sur un papier. Ne m'interromps pas. Elle a fait une pause. Mais ton idée était bonne. Nous allons la mettre en œuvre. Bienvenue au manoir Lawson. La deuxième semaine m'a montré que l'enfer avait de nombreux visages, et ils ressemblaient tous à celui de ma patronne. J'avais commencé à croire que Pénélope voulait vraiment changer. Quelle idiote j'étais. C'était un mardi après-midi quand les cris ont commencé. Il faut que je la voie. Tout de suite. Une femme a fait irruption dans le bureau comme un ouragan humain. Elle avait une 40aine d'années, cheveux noirs en désordre, yeux gonflés par les larmes. Dans ses mains, une enveloppe en papier craft. Fiona. La voix de Pénélope était plus froide que l'Arctique. Tu n'as pas de rendez-vous. Un rendez-vous? Pour demander pourquoi tu as détruit ma vie. Fiona a ri. C'était un son de pure douleur. Pénélope avait l'air ennuyée. Cynthia, appelle la sécurité. Non. Fiona a jeté l'enveloppe sur le bureau. Des photos se sont éparpillées. Une petite fille de 8 ou 9 ans aux cheveux noirs et au grand sourire édenté. Elle s'appelait Lily, a dit Fiona, la voix brisée. Ma fille avait 10 ans. Le masque de Pénélope s'est fissuré une seconde. Fiona s'est déplacée. Déplacée de virer une mère célibataire parce qu'elle a pris 3 jours de congé quand sa fille était à l'hôpital? De la mettre sur liste noire? Ma fille est morte parce que je ne pouvais pas payer le traitement. Parce que tu m'as tout pris. J'ai regardé Pénélope, m'attendant à de l'horreur, mais elle restait professionnellement détachée. Fiona, tu travaillais au service financier. Tu connaissais les règles. 3 absences injustifiées. Motif de licenciement immédiat. Je suis vraiment désolée pour ta perte, mais les règles existent pour une raison. Quelque chose a claqué en moi. Madame Lawson, ai-je dit. On peut parler en privé. Kimberly, ça ne te concerne pas. Si, ça me concerne, ai-je répondu fermement. Je suis votre assistante. Mon travail est d'empêcher que vous fassiez ce que Charles aurait détesté. La rage a flambé dans les yeux de Pénélope. Sortez, a-t-elle ordonné à Fiona. Les agents de sécurité ont pris Fiona par les bras. Elle n'a pas résisté. Il ne lui restait plus de force pour lutter. J'ai ramassé la photo de Lily avec une glace. Vous allez vraiment rester assise ici et faire semblant que c'était la bonne décision? Ai-je demandé une fois que Fiona avait été emmenée. J'ai appliqué la politique de l'entreprise, a dit Pénélope. L'enfant est morte, ai-je crié. Vous êtes exactement le monstre que votre mari craignait. Vous n'avez pas changé. Vous êtes juste une femme seule qui veut se sentir bien sans faire le travail pour devenir meilleure. Pénélope m'a regardée avec une obscurité si profonde que je ne pouvais pas la lire. Tu as fini. Oui. J'ai fini avec ce travail et avec cette comédie. Alors va-t'en, a-t-elle dit en se tournant. Mais ensuite elle a murmuré.
Elle s'appelait Lily Reed. Elle avait une maladie rare. Le traitement coûtait 800 000 $. Je savais. Fiona m'avait envoyé une lettre quand c'est arrivé. Je l'ai lue 3 fois et je l'ai archivée, parce que si je commençais à voir mes employés comme des êtres humains, j'aurais dû admettre que j'avais construit mon empire sur des dos brisés. Elle a caché son visage dans ses mains et a éclaté en sanglots. Trouvez-la, ai-je ordonné. Trouvez Fiona Reed. Vous ne pouvez pas lui rendre sa fille, mais vous pouvez reconnaître ce que vous avez fait. Pénélope a levé les yeux. Ils étaient rouges. Je veux toujours que tu partes, a-t-elle dit. Mais pas aujourd'hui. J'ai besoin de ton aide pour faire ça correctement. Elle a pris la photo de Lily et l'a placée dans un cadre vide sur son bureau. Lily Reed, a-t-elle murmuré. Je n'oublierai plus. Cette nuit-là, Thomas est apparu à ma porte. Cynthia m'a raconté ce qui s'est passé. Pour la première fois en 3 ans, j'ai vu ma mère pleurer. Mon père a essayé pendant 40 ans de lui faire voir. Tu l'as fait en 2 semaines. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose, ai-je avoué. Peut-être que certains monstres ne peuvent pas changer. Ou peut-être, a dit Thomas, qu'ils ont besoin de voir combien de mal ils ont causé avant de pouvoir commencer à réparer. La recherche de Fiona Reed a pris exactement 48 heures. Quand on a les ressources de Penelope Lawson, se cacher est presque impossible. Fiona vivait dans un appartement délabré dans le Bronx. Les couloirs sentaient la nourriture rassie et des décennies de désespoir accumulé. Nous nous sommes tenus devant la porte 4C, Pénélope et moi. Nous n'avions pas parlé de tout le trajet en voiture. Elle avait insisté pour venir sans garde du corps ni avocat. « Vous êtes sûr ?» ai-je demandé. « Non », a-t-elle répondu, les mains tremblantes. « Mais c'est le but, non. » J'ai frappé. Après une pause, une voix fatiguée a demandé. « Qui est là ?» Madame Reed, c'est Kimberly Oliver. Je suis avec quelqu'un qui a besoin de vous parler. La porte s'est entr'ouverte. Quand Fiona a vu Pénélope, elle a sifflé. Non, 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 non. Elle a essayé de fermer la porte, mais j'ai mis mon pied. S'il vous plaît, 5 minutes. Si vous voulez qu'on parte après, on partira. La porte s'est ouverte complètement. L'appartement était un véritable sanctuaire pour Lily. Des centaines de photos couvraient les murs. Elle était belle, a dit doucement Pénélope. Elle l'était, a répondu Fiona, debout près de la porte, prête à se battre. Je ne suis pas venue demander pardon, a murmuré Pénélope. Je suis venue dire que vous aviez raison sur tout. J'aurais pu aider pour les frais, mais j'étais plus préoccupée par le contrôle que par la personne devant moi. La voix de Fiona était épaisse de douleur accumulée pendant des années. Le pire n'était pas de perdre mon travail, mais d'avoir dû mentir à Lily. J'ai dû lui dire que tout irait bien alors que je savais que ce ne serait pas le cas. Et vous venez ici avec vos larmes ? Pénélope s'est mise à genoux sur le sol. Je ne suis pas ici dans l'attente de pardon. J'ai apporté ça. Elle a posé sur la table une épaisse enveloppe. Ce n'est pas un pot de vin. C'est une tentative pitoyable de faire au moins quelque chose. Ça suffira pour vivre plusieurs années et recommencer à zéro. Vous pensez que votre argent va tout réparer? Je sais que non, a dit Pénélope. Mais c'est tout ce que je peux offrir. Fiona s'est effondrée, tombant à genoux, et Pénélope s'est agenouillée à côté d'elle, pleurant aussi. Elles sont restées comme ça une éternité dans cette petite pièce. Je veux que vous fassiez quelque chose pour moi, a dit enfin Fiona. Je veux que vous créiez un fonds au nom de Lily pour les familles qui ne peuvent pas payer les soins médicaux. Et je veux y participer. Je veux approuver chaque demande. Je le ferai, a promis Pénélope. L'Institut Lily Reed. 10 millions de dollars au départ et plus chaque année. Quand nous sommes partis, Pénélope m'a remercié de ne pas l'avoir laissé s'échapper. Ça devient plus facile, ai-je demandé point. Non, ça devient plus dur, parce que maintenant c'est réel. Mais c'est le début du changement, non? Ressentir plus, plutôt que moins. 3 semaines plus tard, la vie au manoir avait pris un rythme étrange. Pénélope avait changé subtilement. Elle disait « s'il vous plaît » et « merci ». Elle avait introduit un congé maladie payé dans toutes ses entreprises. Mais le vendredi après-midi, la rage est revenue. « Comment as-tu osé »
Sa voix a traversé les murs. J'ai couru vers le bureau. Un homme nommé Robert, directeur exécutif, tremblait. Vous avez perdu 15 millions à cause d'une erreur de calcul élémentaire. C'était un bug dans le programme, madame. Je m'en fiche que ce soit un bug ou une intervention divine. Vous êtes viré. C'était la même voix cruelle. Pénélope, ai-je dit en entrant dans la pièce. Vous aviez promis que tout serait différent. Cet homme a 2 enfants et une femme enceinte. C'est des affaires, Kimberly. Ne t'en mêle pas. Non, ai-je répondu. Vous m'avez embauché exactement pour ça. Vous arrêtez. À côté de moi, Thomas s'est avancé. Kimberly a raison. Maman, c'est exactement ce que tu as toujours fait. Pénélope s'est tournée vers lui. Tu n'as pas le droit. Si, j'ai le droit, a crié Thomas. Papa m'a dit que son plus grand regret était de ne jamais t'avoir arrêté. J'ai promis de ne pas répéter son erreur. Je fais des cauchemars à l'idée de devenir comme toi et de traiter les gens comme des objets jetables. Pénélope s'est effondrée dans son fauteuil et a éclaté en sanglots. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me suis approchée d'elle. Le changement n'est pas une décision unique, Pénélope. C'est un choix que tu fais encore et encore, surtout quand tu as peur. Elle a regardé Robert. 5 ans d'excellent travail ne devraient pas être effacés par une seule erreur. Vous n'êtes pas viré, Robert, mais vous travaillerez avec l'équipe pour corriger le programme. Et je suis vraiment désolée de la façon dont je vous ai parlé. C'était inapproprié. Robert est parti en pleurant de soulagement. Thomas a serré sa mère dans ses bras, et elle l'a tenu comme le petit garçon qu'il avait été autrefois. Pardonne-moi, a-t-elle murmuré, pour toutes ces années où j'ai été la cause de tes cauchemars. Plus tard, Pénélope m'a demandé si je pensais que Charles serait fier d'elle. Je pense que oui, ai-je dit. Il serait fier que tu essaies. Et c'est tout ce qu'on peut demander. Nous savions toutes les deux que le chemin serait difficile, mais pour la première fois, il y avait une vraie lueur d'espoir dans ses yeux. 6 mois après cette nuit au Black Obsidian, je me tenais dans la même salle. Mais cette fois, je ne servais plus les tables. J'étais honorée. La salle était remplie de personnes aidées par l'Institut Lily Reed. Sur la scène principale étaient assis Pénélope, Thomas et Fiona. Kimberly Oliver, a annoncé le présentateur, veuillez monter sur scène et recevoir le prix Lily Reed pour la dignité humaine. Quand j'ai pris la statuette en cristal, j'ai vu Fiona pleurer et Pénélope sourire avec fierté. Je ne mérite pas ça, ai-je dit au micro. Tout ce que j'ai fait, c'est dire la vérité quand le silence était plus facile. Mais si ce prix signifie quelque chose, j'espère que cela montre qu'aucun d'entre nous n'est au-delà de la rédemption. J'ai regardé Pénélope. Il y a 6 mois, j'ai rencontré une femme que tout le monde craignait. Aujourd'hui, elle est ici parce qu'elle choisit chaque jour de devenir meilleure. Pénélope est venue me rejoindre sur scène. La plupart d'entre vous me connaissent comme une milliardaire, a-t-elle dit à la foule. Ce que vous ne savez pas, c'est tout ce que j'ai perdu. J'ai perdu mon humanité. Kimberly m'a sauvée avec une vérité brutale. Et l'Institut Lily Reed est ma promesse que le pouvoir sans compassion n'est que de la cruauté. Elle s'est approchée du bord de la scène et a demandé pardon à tous ceux qu'elle avait un jour blessés. Puis elle s'est mise à genoux devant Fiona. Je ne peux pas vous rendre votre fille, mais son nom sera sur chaque vie sauvée. Fiona s'est aussi mise à genoux et l'a serrée dans ses bras. Je vous pardonne, Pénélope, a-t-elle murmuré. Thomas a pris la parole ensuite et a dit que son père serait fier, parce que sa mère avait enfin retrouvé le chemin du retour. Plus tard, sur le balcon, Pénélope m'a proposé un partenariat. Je veux étendre l'Institut en un fonds qui luttera pour les droits des travailleurs et la responsabilité des entreprises. Je veux que tu le diriges, Kimberly. Je n'ai pas d'expérience, ai-je dit. Tu as quelque chose de mieux, la conviction. J'ai pris sa main. À une condition, si vous recommencez un jour à redevenir l'ancienne Pénélope, vous devrez m'écouter. Je te le promets, a-t-elle répondu. En rentrant chez moi, j'ai compris que le changement est possible quand les gens sont prêts à se regarder dans le miroir. J'ai pensé à Lily, dont le nom signifiait désormais l'espoir et non plus la tragédie. Avec le temps, je comprends que la vraie mesure d'une vie ne se mesure pas à la hauteur des tours que nous construisons ni au poids de l'or que nous accumulons, mais à la force des ponts que nous choisissons de reconstruire. Dans ma jeunesse,
Je croyais que le pouvoir était la capacité de plier le monde à sa volonté. Mais aujourd'hui je vois que le seul pouvoir qui en vaut la peine est la capacité de changer son propre cœur. Nous passons le milieu de notre vie à protéger notre fierté comme une forteresse, de peur que reconnaître nos erreurs nous détruise. Mais quand les ombres s'allongent et que les cheveux grisonnent, nous apprenons, la fierté est un compagnon froid dans une maison vide. La vraie dignité n'est pas l'absence d'échec. C'est le courage de se tenir au milieu des décombres de ses erreurs et de dire « Je me suis trompé et je vais devenir meilleur ». Il y a une profonde paix à lâcher le besoin d'être invincible. À la jeune génération, je dirais, n'attendez pas le crépuscule de votre vie pour comprendre que chaque personne que vous rencontrez est un miroir de votre propre humanité. Quand vous traitez un serveur, un employé ou un collègue comme un simple outil pour votre confort, vous ne vous élevez pas. Vous diminuez l'âme même que vous portez. L'héritage que nous laissons ne s'écrit pas à l'encre sur des contrats et ne se grave pas dans la pierre des monuments. Il s'inscrit dans le cœur de ceux à qui nous avons montré de la gentillesse quand nous n'avions rien à y gagner. La vie a l'habitude de revenir en cercle. Et la gentillesse que vous semez le matin de votre vie deviendra l'ombre sous laquelle vous vous asseoirez quand le soleil commencera à se coucher. Il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux, retrouver ceux que vous avez blessés et leur offrir la seule chose qui compte vraiment, un cœur sincère et une main tendue avec grâce. Parce qu'au final, nous sommes tous de simples voyageurs cherchant le chemin de la maison, et le chemin devient bien plus facile quand nous le parcourons ensemble, en tenant la vérité comme seule lanterne. Et vous ? Avez-vous déjà été dans une situation où vous deviez choisir entre le silence et la vérité ? Écrivez-moi dans les commentaires, et dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Je suis heureuse que vous soyez là avec moi. Si cette histoire vous a touché, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos.